Oui, donc nous abordons maintenant à un moment tout à fait, on est dans les temps, la session 2, où cette session animée par Guy Lenners va présenter les projets lauréats de cet appel à projet CCS Hugo Fondation Maladies Rares, qu'on en a évoqué en début de matinée. Donc Guy, je te passe la parole. Merci beaucoup. Merci à Jean-Louis, merci à Daniel et merci aussi à Anne-Sophie pour l'organisation de cette journée et puis de m'avoir accordé la responsabilité d'assumer la modération de cette session. Donc, elle est dédiée aux 3 projets lauréats de l'appel d'offres GS Hugo Fondation Maladies Rares. Et pour ne pas capter le temps inutilement, je vais directement passer la parole au professeur Laurent Plantier du CGRU de Tours. Donc, je vous remercie de me donner l'occasion de présenter ce travail qui va être très différent de ce qui a été présenté jusqu'à présent, puisque là, on va parler de mécanique, en fait, de ressorts et de tuyaux. C'est un travail qui a été consacré à l'analyse de la pénétration d'un aérosol thérapeutique dans un modèle mécanique de pneumopathie fibrosante, donc dans le cadre du projet WATT, qui a été financé par l'appel d'offres Fondation Maladies Rares Hugo. Alors, la pathologie à laquelle on s'intéresse, c'est la fibrose pulmonaire. La fibrose pulmonaire, c'est une maladie chronique rare du poumon, avec une incidence de l'ordre de 7 pour 100 000 par an. C'est extrêmement sévère, avec une médiane de survie qui est inférieure à celle de la plupart des cancers. Et c'est une maladie pour laquelle on n'a pas de traitement très satisfaisant, dans la mesure où les traitements dont on dispose actuellement, qui s'administrent par voie systémique, ils permettent de ralentir la progression de la maladie, mais qui ne l'interrompent pas et qu'ils ont un index thérapeutique assez étroit. Et de notre point de vue, la fibrose pulmonaire, c'est une maladie qui est un excellent candidat pour développer des traitements inhalés, dans la mesure où c'est une pathologie qui est strictement limitée aux poumons et que dans cette maladie, les lésions pulmonaires en fait limitent considérablement la diffusion des drogues administrées par voie systémique. Mais il y a un petit souci, et c'est que en fait, dans cette maladie, il y a des altérations qui sont très profondes des propriétés mécaniques du poumon et qui entraînent une altération majeure de la pénétration et du dépôt des médicaments administrés sous forme d'aérosols. Qu'il s'agisse des aérosols micrométriques ou des aérosols nanométriques. On sait que le dépôt global des aérosols dans le poumon de ces patients est inférieur à celui qu'on observe chez les sujets sains, mais aussi et peut-être même surtout, en fait, les aérosols se déposent préférentiellement dans les régions les plus épargnées du poumon, au détriment des régions cibles qui sont les régions fibrosées. Et donc, nous, on a monté ce projet dans l'objectif général de développer des technologies qui permettent d'augmenter le dépôt des aérosols thérapeutiques administrés par voie inhalée dans les régions du poumon qui sont atteintes par la fibrose, plutôt que dans les régions les plus saines. Et pour essayer de répondre à cet objectif, on a d'abord voulu développer un modèle physique de l'appareil respiratoire qui reproduise les principales caractéristiques géométriques et mécaniques du poumon fibreux, à savoir des dimensions qui soient conformes à celles de l'appareil respiratoire de l'adulte et qui soient caractérisées par l'existence d'une région, d'une partie du système qui présente une basse compliance, donc une relation de variation de volume sur variation de pression qui soit basse, et une augmentation de calibre des voies aériennes, donc similaire à ce qu'on observe chez les patients. Et on a voulu utiliser ce modèle pour tester un certain nombre d'interventions physiques. Il y en a eu plusieurs, mais celle que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est les ondes acoustiques ou les ondes de pression dans les voies aériennes. Pourquoi on s'est intéressé aux ondes acoustiques? Parce qu'en fait, on sait depuis une vingtaine d'années que dans la sphère ORL, on peut augmenter la pénétration d'un aérosol thérapeutique dans les sinus paranasaux, notamment dans les sinus maxillaires, en les associant à l'administration d'ondes acoustiques. Et les sinus maxillaires, c'est des régions de l'appareil respiratoire qui sont osseuses et qui sont donc absolument pas compliantes. Et donc on a considéré qu'il y avait probablement une analogie avec ce qu'on pouvait observer dans le poumon des patients atteints de fibrose. Donc ça, c'est bien illustré par la figure de droite, mais il y a des travaux du laboratoire qui ont montré la même chose, hein. Quand on administre un aérosol avec des ondes acoustiques, on arrive à obtenir un signal dans les sinus paranasaux qui est beaucoup plus faible si on utilise un système qui est dépourvu d'ondes acoustiques. Alors le modèle qu'on a développé, c'était le suivant. Il reposait sur l'utilisation de soufflets, en fait, de poumons mécaniques de chez Michigan Instruments, qui sont des systèmes à double soufflet dont on peut régler soi-même la compliance. Et donc, on a utilisé un modèle
comporte deux compartiments. Un compartiment dont la compliance était réglée à une valeur maximale de 100 ml par centimètre d'eau, et puis un compartiment dit expérimental dont on pouvait diminuer la compliance entre 20 et 100 millilitres par centimètre d'eau, associé à un petit tuyau qui représentait, qui modélisait les bronches de ce territoire et qui était de calibre un petit peu supérieur dans le compartiment expérimental par rapport au compartiment contrôle, ce qui correspondait à une augmentation de volume de l'ordre de 30%, ce qu'on observe chez les patients. Alors dans l'ensemble, le système était animé en pression négative pour simuler la respiration physiologique de l'humain, en gonflant une partie du modèle à l'aide d'un respirateur de réanimation dont on disposait dans le labo. Et le système était dans l'ensemble connecté à un modèle métallique des voies aériennes supérieures et à un tube plastique qui simule la trachée. Donc avec ce modèle, on pouvait simuler les propriétés mécaniques du poumon et on l'a utilisé pour tester la distribution dans le modèle d'un aérosol modélisant un aérosol thérapeutique, en l'occurrence un aérosol de fluorure de sodium, généré à l'aide d'un générateur clinique d'ETF atomiseur administré à la bouche, éventuellement associé à des ondes de pression acoustique. Et ce qu'on mesurait, c'était la quantité d'aérosol qui se déposait au niveau des filtres absolus qui étaient disposés à l'entrée de chacun des compartiments. Et on exprimait les résultats en quantité relative à la dose chargée dans le nébuliseur. Donc les résultats sont exprimés sous forme de pourcentage. Alors la première chose qu'on a fait, c'était de vérifier que le modèle reproduisait bien ce qu'on attendait, à savoir une diminution du dépôt dans les compartiments expérimentaux. Et là, ce qu'on a vu, c'était en noir une relation très étroite entre la quantité d'aérosol qui pénétrait le compartiment expérimental et la compliance réglée de ce compartiment expérimental. On voyait également qu'il y avait un certain degré de redistribution de l'aérosol depuis le compartiment expérimental vers le compartiment sain, quand on introduisait une hétérogénéité de compliance entre les deux compartiments. Puis on a vu aussi qu'il y avait une relation linéaire très nette entre la quantité d'aérosol qui était déposé dans le compartiment expérimental et le volume d'air qui était délivré au cours de chaque cycle ventilatoire, ce qui soutenait l'hypothèse que ça soit la quantité de ventilation qui représente le principal déterminant de la pénétration d'un aérosol dans le poumon. Alors pour la suite, on a fixé la compliance du compartiment expérimental à 50 ml par centimètre d'eau. Donc ensuite, on a voulu tester le modèle utiliser le modèle pour tester l'impact des ondes acoustiques et des ondes de pression de basse fréquence dans les voies aériennes. Et d'abord, on s'est intéressé aux ondes acoustiques générées par un pot vibrant administrées à une construction associant le nébuliseur, des valves inspiratoires et expiratoires et une interface pour le connecter au système. Et ce qu'on a vu, c'est qu'en utilisant des ondes acoustiques donc de fréquences audibles, fréquences comprises entre 20 et 500 Hz, contrairement à ce qui avait été observé dans les modèles ORL, on n'avait aucune modification de la pénétration de l'aérosol dans le compartiment fibrosé. Mais on ne s'est pas découragé et on est parti de l'idée que dans les modèles ORL, la pénétration maximale était observée quand la fréquence des ondes acoustiques était très proche de la fréquence de résonance de la cavité cible. Et on a utilisé des systèmes d'exploration fonctionnelle par oscillation forcée pour déterminer la fréquence de résonance de notre système, dont on a pu constater qu'elle était en fait plutôt proche de 5 Hz que de 20. Et donc, on a voulu tester un système qui permette de délivrer des ondes de pression acoustique de basse fréquence dans le poumon. Et pour ça, on a fait le choix d'utiliser un appareil qui est utilisé en clinique, donc avec une transférabilité maximale. Donc là, un appareil qui s'appelle le Pegasokov, c'est une variation du percussionnaire qui délivre des ondes, des petits volumes et des ondes de pression basse fréquence au niveau des voies aériennes inférieures. C'est des appareils qui sont utilisés pour le désencombrement bronchique en fait dans certaines maladies chroniques. Et ce qu'on a pu voir dès les premières expériences, c'est que si on n'arrivait pas forcément à avoir une augmentation en valeur absolue du dépôt de l'aérosol dans le compartiment expérimental, c'est la figure de gauche, en fait, on a pu voir de façon très immédiate qu'on avait une redistribution de la distribution de l'aérosol en fait vers le compartiment fibrosé. Et donc à partir de là, on a dû bricoler un petit peu et tester différents montages permettant d'associer les valves inspiratoires-expiratoires, le nébuliseur, le générateur de pression intrapulmonaire. On en a testé 6 en tout et on a pu identifier 2 montages qui permettaient d'obtenir de façon très reproductible, pour des fréquences de stimulation comprises entre 1 et 3 Hz,
une augmentation de l'ordre d'un facteur 2 de la quantité d'aérosol qui pénétrait et qui se déposait dans le compartiment expérimental. Et ce qui était intéressant en fait en termes de transférabilité vers la clinique, c'est que bah, on obtenait ce résultat non seulement avec un appareil d'onde acoustique, plutôt d'onde de pression, qui est déjà certifié pour l'utilisation chez l'homme, mais que on arrivait à l'observer en plus, non seulement pour un niveau de pression relativement élevé, 40 centimètres d'eau. Il faut savoir que 40 centimètres d'eau, 1 Hertz, en fait, c'est assez désagréable en fait pour la personne qui le reçoit. Et en fait, on était assez content de voir que même pour des niveaux de pression relativement bas, tels que 10 centimètres d'eau, on arrivait encore à détecter une amélioration de la pénétration de l'aérosol dans le compartiment fibrosé avec le percussionnaire. Donc pour conclure, on a pu construire un modèle qui simulait les altérations de la mécanique pulmonaire au cours de la fibrose pulmonaire, qui reproduisait le défaut de pénétration de l'aérosol dans les régions fibrosées du poumon et qui était sensible à une intervention augmentant la pénétration de l'aérosol. À l'heure actuelle, on est en train d'explorer l'éventuel intérêt clinique des ondes de percussion intrapulmonaire pour administrer des médicaments par voie aérosolisée chez les patients atteints de fibrose du poumon, à des niveaux de pression acceptables chez l'homme. Et pour ça, on a un essai clinique qui est en cours de préparation, toujours avec le soutien de la Fondation Maladies Rares. Donc, je remercie les différentes personnes au projet, les membres du CEPR, les membres du CICIT qui ont été d'une grande aide. J'aime Rémi Pourchet de les Mines de Saint-Étienne pour des collaborations, des discussions très fructueuses et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Laurent. Merci beaucoup d'avoir respecté les 10 minutes de présentation. Je vais enchaîner par la présentation du topo de Jean-Baptiste Gouraud de l'Institut du thorax à Nantes. Jean-Baptiste, à vous. Voilà, parfait. Donc, merci beaucoup. Merci de nous avoir permis de faire ce projet concernant donc, le syndrome du cuté long induit par le stress que je vais vous présenter. Avant de vous parler du... Ouais, c'est bon. Avant de vous parler du syndrome du cuté long, je vais juste évoquer en 2-3 diapos la mort subite cardiaque, puisque c'est un peu la problématique de base. Cette mort subite, elle a une importance particulière en termes de santé publique, puisque c'est une des premières causes de décès, notamment une des premières causes de décès en France, avec une forte influence de l'âge. On a plus de 40 000 donc, décès par an en France, mais si on s'intéresse aux personnes un peu plus jeunes, donc comme limite, on a pris 45 ans avec ici des données qui viennent de Loire-Atlantique, on se rend compte en fait que la proportion de morts subites chez des sujets jeunes dans la part de mortalité totale, elle est tout à fait significative, avec en plus des conséquences socio-économiques qui sont majeures. Et puis, si on va un petit peu plus loin, on se rend compte que les étiologies de morts subites, elles sont très différentes en fonction de l'âge. En fait, les morts subites les plus fréquentes chez des personnes un petit peu plus âgées, la plupart du temps, elles sont liées à des cardiomyopathies qui, la plupart du temps, sont finalement des coronaropathies, c'est-à-dire que c'est de l'athérome. Et le modèle pour éviter ces morts subites, c'est la prévention cardiovasculaire. Les causes, elles sont complètement différentes chez des sujets plus jeunes. On va voir quelques cas de cardiomyopathie précoce. Et puis surtout, on va avoir des anomalies électriques pures, c'est-à-dire un cœur morphologiquement normal, des gens qui sont parfaitement sains, qui n'ont aucun antécédent et qui d'un seul coup peuvent présenter une mort subite. Si on regarde justement ces étiologies de mort subite, dans ces séries qui sont anglo-saxonnes, on se rend compte en fait que dans jusqu'à 50% des cas, même après une autopsie, en fait, on n'a pas l'explication de ce qui se passe ou de ce qui s'est passé, ce qui a généré la mort subite. Et donc, c'est pour ça qu'on propose des dépistages familiaux, puisque le propositus, l'individu qui a fait la mort subite, ben, il n'a aucune anomalie. Et donc, sur ces cas de mort subite, on va dépister les familles et on arrive à aboutir à un diagnostic de la mort subite jusqu'à 40% des cas de mort subite totalement inexpliqués, même avec des autopsies blanches. Et puis, c'est là qu'on va retrouver toutes ces anomalies rythmiques héréditaires, avec donc encore une fois un cœur sain, mais un risque de faire une mort subite. On retrouvera le syndrome de Brugada, le syndrome du cuté long, donc tout un ensemble de maladies rares qui, de manière conjointe, vont peser relativement lourd dans toutes ces morts subites inexpliquées du sujet jeune. Le problème, c'est qu'on n'arrive pour autant pas à expliquer tout ce qui se passe, on n'arrive pas à expliquer toutes ces morts subites et que le risque dans ces maladies héréditaires, c'est que
on aboutisse à de nouvelles morts subites dans la famille. C'est pour ça qu'en permanence, on essaye essayer de trouver de nouveaux syndromes, de nouvelles causes pour expliquer ces morts subites. Et c'est de cette manière qu'on a identifié ce syndrome, donc ce syndrome d'allongement du QT lié au stress, avec là encore des sujets jeunes, donc un cœur apparemment sain. Et puis la particularité, c'est qu'on a un électrocardiogramme qui est strictement normal au repos. C'est-à-dire que vous pouvez passer votre électrocardiogramme, on ne voit aucune anomalie. Et lors d'un stress, quel qu'il soit, on voit un allongement important de l'intervalle QT qui est le marqueur en fait sur l'électrocardiogramme du risque de mort subite. Cette anomalie, on l'a dépistée à l'intérieur de familles avec un certain nombre de cas de mort subite et de patients atteints et avec un modèle de transmission autosomique dominant. Donc pour la dépister, on a mis au point un test de stress mental. En gros, c'est un petit peu question pour un champion, c'est-à-dire que on va poser des questions à des patients de manière à un rythme relativement soutenu, tout en monitorant leur électrocardiogramme de telle sorte qu'on puisse voir apparaître cet allongement de l'intervalle QT. Le but du coup du projet ICAR-SCD, c'était d'aller mieux caractériser ce syndrome qu'on a réussi à décrire à l'intérieur de familles, en recrutant de nouveaux patients, en initiant des analyses génétiques, et puis en essayant de comprendre ce qui se passait, notamment au niveau cellulaire, par la génération de cellules souches de cardiomyocytes via des cellules souches. Donc, le projet a été réalisé dans l'Ouest avec le CHU de Tours, le CHU de Brest et le CHU de Rennes, qui nous ont aidés au recrutement des patients. Et puis, on a finalement inclus parmi les patients avec un diagnostic familial négatif de mort subite, plus de 300 patients dans lesquels on a systématiquement réalisé un test de stress mental. Et dans près d'un cas sur deux, quand on n'avait pas de diagnostic, on avait un test de stress mental positif. Alors, ça ne veut pas dire que ce nouveau syndrome représente une énorme part de la mort subite inexpliquée, parce qu'on sait que ce test, il peut être positif également dans d'autres types de diagnostics parfois difficiles, comme le syndrome du QT long. Surtout, on a identifié 4 grandes familles avec toujours un modèle de transmission autosomique dominant, et au total 32 atteints, 6 morts subites et 7 syncopes sévères. La première chose qu'on a fait, c'est lié à ce que je vous disais dans le syndrome du QT long, c'est-à-dire qu'on sait que le test de stress mental, il peut aussi favoriser le dépistage d'autres anomalies génétiques déjà connues, comme le syndrome du QT long. Donc, on a essayé de valider son utilisation parce que c'est relativement simple à faire, y compris en consultation. Et on a pu montrer que chez des patients qui avaient des syndromes du QT long de type 1 ou de type 2, ben on avait un allongement paradoxal de l'intervalle QT lors de cette épreuve de stress par rapport à des contrôles. Et donc, on a réussi à mettre en place un seuil à moins 11 millisecondes, donc qui est très difficile malgré tout à mesurer sur l'électrocardiogramme, avec une excellente sensibilité et une excellente spécificité. On a, en parallèle, à partir des 4 grandes familles, sélectionné 2 familles qui nous semblaient un petit peu plus intéressantes pour aller faire des analyses génétiques, lancer des analyses génétiques, donc à partir de séquençage de génome entier et d'identity by descendant, ça veut dire qu'on essayait de regarder en parallèle les zones d'ADN qui étaient partagées par les individus malades de la famille. Malheureusement, on n'a pas réussi à identifier de variants rares partagés par les différents malades de la famille dans l'ensemble du génome. Ce qui sous-entend que, alors ça ne veut pas dire que ce n'est pas génétique, parce que la description de cas familiaux montre très clairement un fond génétique, mais ça veut dire qu'il faut peut-être aller chercher ailleurs, dans des régions non codantes qui peuvent être régulatrices de l'expression des gènes, pour expliquer la maladie. Et ça, c'est en général beaucoup plus difficile à prouver ou à mettre en évidence, en tout cas dans des familles qui sont trop petites. Donc, on est en train d'essayer d'augmenter la taille des familles pour mettre en évidence ce type d'anomalie. Le dernier volet du projet, c'était l'analyse de fonction par IPS. Donc, on a récupéré à partir de prélèvements sanguins les cellules circulantes qu'on a dédifférenciées en cellules souches pluripotentes, puis redifférenciées en cardiomyocytes, dont vous voyez un exemple en haut à droite avec l'obtention de cellules battantes qui exprimaient bien différents marqueurs spécifiques des cardiomyocytes.
Au total, on a donc obtenu 15 clones à partir donc, des 2 patients que je vous montrais. Je reviens en arrière sur la diapo précédente entourée en rouge. On a donc obtenu 16 clones de cardiomyocytes pour l'individu A, celui de la gauche, 19 clones pour l'individu B, qu'on a comparé à des contrôles qui étaient parfaitement sains. L'analyse de ces cardiomyocytes a été réalisée en 2 temps principaux, avec d'abord une analyse de type patch clamp, donc pour voir les modifications de courant électrique à l'intérieur des cellules, puis une analyse transcriptomique que je vous présenterai après. L'analyse par patch clamp, déjà, nous montre qu'on arrive à reproduire le phénotype observé cliniquement, c'est-à-dire qu'au repos, si vous voyez sur l'écran ici, de gauche, la partie à droite, on a en fait des contrôles qui ne présentent pas d'anomalies particulières. Et puis, dès qu'on met de l'isoprénaline, c'est un médicament dérivé de l'adrénaline, donc on simule en fait un stress qui, ce coup-ci, est pharmacologique. On va voir apparaître des potentiels supplémentaires, ce qu'on appelle les post-dépolarisation précoces, et qui sont à l'origine ou une des origines de troubles du rythme ventriculaire. Et en parallèle, on n'a pas de modification du potentiel d'action de ces différentes cellules. Donc, on a l'impression d'avoir des cellules qui ont un fonctionnement normal de base et qui, dès qu'on va introduire un petit peu d'isoprénaline, vont générer des arythmies. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'analyse transcriptomique. Donc, le but, c'est de voir comment sont exprimés les gènes à l'intérieur de nos cellules. On a comparé donc, les analyses transcriptomiques de nos patients par rapport aux individus. 10 minutes. Oui. 10 minutes. Oui, j'ai presque fini. Aux individus sains contrôle, et on a pu observer qu'il y avait 164 gènes qui avaient une expression différente entre les patients. Et notamment, dans ces gènes, on a une expression différente de la voie bêta-2 adrénergique, donc des récepteurs à l'adrénaline qui pourraient expliquer le phénotype des patients. Donc, au final, ce syndrome d'allongement du QT lors d'un stress, on a démontré que c'était un véritable syndrome impliqué dans la mort subite du sujet jeune avec des bases génétiques qui sont malgré tout peut-être un petit peu plus complexes, en tout cas pas une simple mutation dans un canal ionique qui puisse expliquer le syndrome. Les cellules souches semblent un bon modèle puisqu'elles permettent de faire une véritable modélisation cellulaire de la pathologie avec cette altération de la voie bêta-2 adrénergique. Et donc, comme je vous disais, on est en train d'étendre les analyses génétiques, notamment au sein des familles. Et puis, en parallèle de ça, du fait de l'altération de la voie bêta-2 adrénergique, tous les patients ont été mis sous bêta-bloquant, donc un traitement relativement simple. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis qu'on a mis les bêta-bloquants, on n'a aucun cas de syncope ni de mort subite dans l'ensemble des familles et des patients atteints. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Jean-Baptiste, et désolé d'avoir mis un tout petit peu, mais c'est juste respecter le schéma de la journée et l'organisation de la journée. Merci pour cette excellente présentation et je vais passer la parole à mon collègue et ami, le professeur Dominique Bonneau, du coordinateur du Centre national de référence des maladies neurogénétiques du CHU d'Angers. Bonjour Dominique, à toi. Merci de nous donner l'opportunité de présenter le projet MIDRID, qui est, comme Stéphane l'a dit tout à l'heure, la suite du projet Hugo Dims, enfin des différents projets Hugo Dims, pour lequel on a eu un financement par les maladies rares. Et en fait, je n'ai pas de résultats à vous présenter, je voudrais simplement vous montrer toutes les difficultés auxquelles on a été confrontés, le Covid n'aidant vraiment pas la réalisation de ce projet. On est parti du PHRC dont parlait Stéphane tout à l'heure, qui avait à l'époque, en 2014, séquencé 78 enfants avec une déficience intellectuelle. Maintenant, on en a le double. Et sur ces 18 enfants, on avait des résultats en exome positifs pour 38 enfants. Et puis, on avait évidemment des résultats négatifs sur une vingtaine. Sur cette vingtaine-là, on a fait du génome. Et sur le génome, on a résolu 7 cas de façon définitive. On a 7 cas pour lesquels on a des gènes candidats, mais on n'a pas pu trancher. Et puis, on avait 6 cas complètement négatifs.
Diapositive suivante. Ce projet Hugo-DIMS, je ne sais pas si Stéphane l'a dit, mais il nous a permis de publier 8 nouveaux gènes de déficience intellectuelle, dont la liste s'affiche ici, avec, et ces 8 nouveaux gènes sont signés par les différents intervenants des hôpitaux du Grand Ouest, dans des revues de premier rang. Donc, si je reviens au matériel qu'on a utilisé, donc les 6 enfants pour lesquels le génome après l'exome était resté négatif, notre idée était d'obtenir des IPS de ces enfants et de les transformer en progéniteurs neuronaux, avec l'idée que s'il y avait une expression de ces gènes impliqués dans la déficience intellectuelle, il devait être évidemment dans les neurones. Une fois qu'on aurait obtenu ces progéniteurs neuronaux, on aurait fait dessus du RNA-seq, je dis au conditionnel parce que vous allez voir, on n'y est pas encore. On aurait fait du RNA-seq, on aurait fait des expériences de métabolique comme l'a présenté Pascal Régnier, et puis on aurait également regardé la morphologie de ces cellules. Diapositive suivante. Et donc le protocole, en fait, a consisté à prendre 6 individus, 3 négatifs pour l'exome et le génome, 3 dont on avait identifié les variants dans un nouveau gène qu'on a sorti par le projet Hugo-DIMS qui s'appelle CMK2A. Donc, on les prenait comme témoins positifs et puis on a pris, puisqu'on l'a fait, 3 contrôles sains. On a obtenu, puisque maintenant cette partie est faite dans le laboratoire avec l'aide de la plateforme IPSC de Laurent David à Nantes, on a obtenu des IPSC et des précurseurs neuronaux à partir des cellules circulantes dans le sang. Et donc, maintenant, reste à nous de poursuivre cette expérience par la métabolique, le RNA-seq et puis la morphologie cellulaire. Le problème, en fait, ce que j'ai mis sous la rubrique pitfalls, a été le suivant. D'une part, sur le plan éthique, et là, c'est vraiment une leçon pour tous ceux qui voudraient utiliser des IPSC en génétique humaine, ça a été extrêmement compliqué d'obtenir. Pour 6 individus, on a passé 1 an à obtenir les accords du CPP pour les différents consentements, puisqu'on avait des enfants déficients intellectuels, on avait des adultes déficients intellectuels, et donc il fallait à chaque fois un nouveau consentement adapté à l'enfant et à ses parents, adapté aux personnes avec déficience adulte, déficience intellectuelle. Et donc la rédaction de ces consentements, qui sont maintenant à la disposition de la communauté, à vrai dire, et l'obtention du CPP a été particulièrement longue. Eh bien, c'est un des exemples de la France qui met des bâtons dans les roues sur le plan éthique à la recherche, en particulier en génétique, parce que quand on arrive avec des cellules souches, c'est comme si on se présentait comme le Dr Frankenstein. Ensuite, nous avons eu un contretemps dans l'obtention des IPSC, qui est en partie dû au Covid, en fait. À partir du moment où on a pu, avec les consentements, obtenir des cellules circulantes, eh bien, le Covid nous est tombé dessus et ça a retardé donc d'une façon majeure l'obtention de ces IPSC. Et Laurent David, qu'on a eu au téléphone récemment, nous a dit que les précurseurs neuronaux étaient maintenant prêts et qu'on allait pouvoir passer à la 2e phase de ce projet. Ce qui sont les facteurs limitants, en fait, dans les techniques qu'on emploie au-delà de l'exome ou du génome, c'est d'une part, bon, pour le RNA-seq, le fait que c'est facile quand on a le tissu cible dans lequel s'exprime le RNA, les cellules circulantes, le muscle, mais que c'est évidemment beaucoup plus compliqué pour le cerveau. Et évidemment, comme c'est le cas pour les déficiences intellectuelles, c'est vraiment très, très difficile. Et bien qu'un grand nombre de gènes impliqués dans les déficiences intellectuelles s'expriment dans les cellules circulantes, on n'est quand même pas à une efficacité majeure. Ensuite, pour les IPSC, il y a des contraintes majeures qui sont le temps d'obtention de ces cellules, les méthodes de culture cellulaire une fois qu'on les a obtenues, et puis, je vous l'ai montré, les barrières éthiques qui existent toujours. En fait, et pour terminer, en ce qui concerne la métabolomique dont parlait Pascal, il y a 2 sortes de métabolomiques, soit les ciblés, soit les non ciblés. Et la grande difficulté, en fait, c'est que, comme il l'a montré pour ses cohortes, c'est que jusqu'à maintenant, on obtenait une valeur statistique. Et donc, il faut refaire les expériences sur les cellules, par exemple, refaire une dizaine de fois, de façon à ce qu'on ait des valeurs statistiques des métabolites qu'on mettrait en évidence. Diapositive suivante. Pour contrer cette difficulté, il me semble, bien que je n'en ai aucune expérience, que transformer des IPSC en cellules neuronales
c'est compliqué et cela pourrait être avantageusement remplacé par l'obtention d'ineurones, par des méthodes beaucoup plus simples qui sont maintenant à notre disposition, comme par exemple l'inhibition de la transcription du gène PTB qui, dans une culture de fibroblastes, transforme directement les fibroblastes en neurones. Encore une fois, je n'ai aucune expérience de ça. Je sais qu'il y a plusieurs équipes en France qui l'ont et on s'est rapproché de ces équipes de façon à essayer de voir si on ne pouvait pas l'utiliser chez nous. Diapositive suivante. Et enfin, la métabolomique, comme l'a dit Pascal et comme je l'ai dit tout précédemment, c'est une méthode jusqu'à maintenant utilisée de façon statistique. On a des cohortes de patients. Alors, dans les maladies rares, c'est évidemment assez compliqué quelquefois de réunir des cohortes. Mais cela va changer parce que la firme Biocrates, qui est leader en métabolomique dans le monde, vient de mettre à notre disposition un kit qui dose, c'est un véritable dosage, une quantification d'un très grand nombre de métabolites, 630 métabolites appartenant à 26 classes biochimiques différentes, et on va utiliser ce kit de façon à non plus faire une analyse statistique sur une cohorte, mais à faire directement un dosage. Et sur la diapositive, ma dernière diapositive, s'il vous plaît, c'est la base du projet Priomic, pour lequel on a été lauréat de l'appel d'offres Errance Diagnostic récemment fait par Avisan et l'INSERM. Notre but dans ce projet est d'utiliser la transcriptomique, la protéomique et la métabolomique, non pas après le séquençage de l'exome ou du génome, mais avant, de façon à obtenir un phénotypage profond des personnes par ces méthodes. Par exemple, la métabolomique, si on peut doser 630 métabolites chez un individu, si on peut déterminer par le protéome des protéines impliquées, si on peut déterminer sur le sang circulant par le transcriptome des gènes dérégulés, on peut, en recroisant ces données, trouver des voies qui sont altérées, des voies métaboliques qui sont altérées, pas nécessairement évidemment le gène impliqué, mais en ciblant la prioritisation des variants sur ces voies, il nous semble que on va augmenter notre capacité à identifier des variants, puisqu'on aura identifié par les omics en aval du séquençage les voies qui seraient impliquées dans ces pathologies. Alors évidemment, on compte beaucoup sur les pathologies à allure métabolique, comme les pathologies mitochondriales, mais également, et ça a été montré dans un ou deux articles qui commencent à sortir là-dessus, sur des pathologies plus complexes où on n'a pas a priori l'idée que la pathologie va être métabolique au départ, mais l'important, c'est que l'on détermine la dérégulation des voies. Diapositive suivante, qui est la dernière, simplement pour citer l'ensemble des collaborateurs. Ceux qui sont en jaune, ce sont les collaborateurs qui sont le plus près de ce projet, c'est-à-dire Pascal Régnier à Angers, Laurent David sur la plateforme IPSC que j'ai déjà cité à Nantes, Valérie David et Marie de Terrac Véronique David et Marie de Terrac à Rennes, et puis Frédéric Lemonnier à Tours pour la morphologie des cellules. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dominique. La session de questions, s'il me semble, est ouverte pour quelques minutes. J'ai une question pour M. Plantier. Est-ce que vous pensez que votre méthode, qui est extrêmement séduisante, pourrait permettre d'adresser de la thérapie génique dans les parties les plus profondes du poumon, des vecteurs de thérapie génique? Je pense essentiellement à la mucoviscidose ou à des pathologies pulmonaires impliquant les alvéoles, ou en tout cas les parties les plus profondes des poumons. Alors ça serait il n'y a pas d'obstacle de principe. La difficulté, c'est certainement lié à l'aérosolisation des vecteurs. Puisque les vecteurs de la thérapie génique, de manière générale, ont quand même une fichue tendance à avoir du mal à survivre au stress physique de l'aérosolisation. Donc en fait, c'est pas impossible, mais ça demande une optimisation en soi.
Donc la génération de la formulation qui survive à l'aérosоlisation, c'est un projet en soi, mais c'est possible, notamment les oligonucléosides antisense, ça marche très bien. Ah oui. OK. Merci. Nous avons 2 questions dans les questions-réponses, Guy. Je peux les lire si tu veux. Vas-y, je t'en prie, Daniel. Alors, une question du département de vente de Bionano. Avez-vous considéré l'analyse de très longs fragments de type optical genome mapping pour mettre en évidence les réarrangements chromosomiques? Cela permet de voir tous les variants de structure, aussi bien dans le codant que non codant, même en présence de régions riches en GC, notamment dans les régions promotrices. Qui était adressé cette question? Je n'ai pas indiqué. Je suppose. Si, je pense à Jean-Baptiste Gouraud. Ouais, je pense que c'est pour moi. On a fait des puces CGH pour voir les grands réarrangements. Et puis après, c'est sur le whole genome qu'on essaye de voir. Ouais. En fait, on a des variants dans le codant. C'est vrai que Jean-Baptiste, on est en discussion avec la société pour une MAD de Bionano. Éventuellement, on pourra en discuter parce que effectivement, on peut voir des inversions, des choses. Bon, c'est assez prometteur et peut-être que ça peut combler un vide, mais c'est à investiguer. On pourra peut-être en discuter. Avec plaisir. Alors, il y a une question concernant les IPS. Vous avez signalé des problèmes administratifs pour réaliser des IPS. Qu'en est-il pour les fibroblastes de peau? Ah, c'est Dominique. Ouais. Ton micro, Dominique. Oui, excusez-moi. Vous voulez dire pour transformer des fibroblastes en IPS? C'est ça la question? Collecter les fibros. Oui, question de David Guido. C'est absolument. Si c'est pour transformer les IPS des fibroblastes en IPS, le problème est exactement le même. Si c'est pour utiliser des fibroblastes, nous on l'a fait vraiment depuis très très longtemps. Il faut simplement un consentement spécifique et puis un CPP spécifique. Mais je veux dire, le fonctionnement actuel des CPP n'aide vraiment pas à la recherche. Alors, on a vu pendant le Covid quelque chose de formidable, c'est-à-dire que des CPP répondaient extrêmement rapidement et on a vu que ça pouvait fonctionner. Il n'y a pas eu d'exactions qui ont été faites à l'éthique au cours de cette période. On a vu que ça peut fonctionner. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne tirerait pas les leçons de cette période pour changer le mode. C'est absolument incroyable. Par exemple, on est un essai de thérapie génique dans le Huntington, qui est un essai mondial, a été jeté sans lecture par un CPP du Sud. Donc, on a été obligé de repasser, Christophe Verny a été obligé de repasser ce CPP. C'est un essai mondial, hein. C'est-à-dire que l'éthique a été réglée au niveau mondial. Il n'y a qu'en France qu'on s'est heurté à ça. Donc, le CPP qui l'avait vu sans lecture, ça a été remis à un autre qui l'a accepté pratiquement immédiatement. Donc, il y a une grande disparité et vraiment, vraiment, ça ne nous aide pas. Je suis désolé de faire ma litanie sur oui, Jean-Louis, je suis tout à fait d'accord avec Dominique. C'est vraiment ce dysfonctionnement est scandaleux. Je voudrais citer un autre exemple qu'on a cité lors de RAR 2019. Dans la thérapie génique de la myopathie myotubulaire, complètement développée depuis le début en France, notamment évidemment au Généton. Essais cliniques quand même, parce que c'est difficile de commencer des essais cliniques en France, aux États-Unis, essais cliniques internationales, quand il a fallu inclure un patient français. Il y a 2 CPP qui ont refusé, alors qu'il y avait des résultats absolument préliminaires sur 8 autres ou 9 autres patients. C'est absolument scandaleux. Il faudra quand même faire comprendre ça un jour à la HAS ou au système, au ministère de la Santé. D'accord. J'ai une question pour Jean-Baptiste. Pourquoi vous cherchez des variants extrêmement rares à partir du moment où la pénétrance phénotypique n'est pas si courante que ça? Enfin, ne s'exprime pas complètement, quoi. Alors, en fait, ce n'est pas que ça ne s'exprime pas complètement, c'est que ça s'exprime dans certaines conditions. C'est ça. Ça veut dire que de base, on ne voit rien, ce qui veut dire qu'on peut passer complètement à côté. Si on récupère le cas d'un jeune qui a fait une mort subite, on récupère ses anciens électrocardiogrammes, ils seront probablement normaux. Le seul moyen de faire le diagnostic, c'est de provoquer l'anomalie électrique sur l'électrocardiogramme. Donc, on a du mal à savoir la pénétrance parce que finalement, notre gold standard, c'est nous-mêmes.
parce que c'est nous qui avons mis au point le test, on n'a pas de certitude. On cherche des variants rares parce qu'on est un peu dans le domaine des canalopathies, comme le Brugada, comme le QT long, où on sait qu'il y a, alors, on sait que la génétique est complexe aussi, on le sait bien, dans ces pathologies, mais ça tourne autour toujours des canaux ioniques cardiaques. Alors par contre, ce qu'on a toujours essayé de chercher, souvent par gène candidat, c'est des anomalies dans les canaux ioniques cardiaques, et on sait que le trafic cellulaire, les régulations, elles sont probablement aussi importantes. Donc c'est peut-être aussi de cet ordre-là. Soit avec ce qu'on a montré dans les GWAS du Brugada, dans des défauts de transcription des gènes, des anomalies dans les régions promotrices, dans des régulations complexes, du trafic, tout est possible. Donc c'est ça la difficulté, d'aller réussir à identifier. Alors là dans les familles, il y a deux choses, c'est qu'il nous faudrait des énormes familles pour pouvoir faire le tri un peu dans les autres variants non codants, ce qui sera probablement difficile. On essaye aussi de regarder entre les familles si on ne trouve pas des voies qui sont à peu près semblables. Et si vous faites cette analyse de QT long sur 100 contrôles qui n'ont absolument aucun antécédent familial, est-ce que vous allez en découvrir? Alors, on risque d'en découvrir, mais là, c'est ce qu'on a fait dans l'article qu'on a publié avec Pauline Etienne sur le dépistage dans le syndrome du QT long. En fait, on a pris des contrôles et effectivement, la réponse normale, en fait, quand on fait un stress physique, pharmacologique ou psychique, c'est plutôt de raccourcir son intervalle QT, ce qu'on mesure sur l'électrocardiogramme. Et la réponse qu'on voit dans le QT long et surtout dans le test de stress mental, c'est qu'il va à l'inverse augmenter. Et en gros, quand on augmente son intervalle QT, c'est une zone un peu de fragilité du cœur qui peut générer une fibrillation ventriculaire. Donc, c'est vraiment, on augmente la fenêtre de tir pour faire une mort subite derrière. Donc, globalement, oui, la réponse normale chez des individus sains, c'est d'avoir un intervalle QT qui se raccourcit alors qu'il s'allonge dans ce type de pathologie. Donc, c'est relativement clair. Si je le fais en population générale, j'en découvrirai probablement, mais comme tous les tests de provocation, et on ne saura pas trop bien les classer. Si ce sont des gens présymptomatiques en quelque sorte ou rien du tout. D'accord. Je pense qu'on a peut-être encore le temps pour une question. Et s'il y a encore une question avec une réponse rapide? Pas plus de questions. Mais écoutez, moi je voudrais vraiment remercier nos trois intervenants qui ont fait des présentations absolument remarquables. Et puis Daniel, je te rends la parole. Merci. Merci Guy. Bon, moi, je suis très, très heureux de ces trois présentations puisque ces programmes ont été lancés dans le cadre de l'action GCS Hugo Fondation Maladies Rares. Et effectivement, on a des résultats remarquables lorsque les CPP laissent les gens travailler qui ont vraiment bien avancé. Alors, on est même un peu en avance, ce qui est extraordinaire. Mais je pense qu'on peut s'accorder une pause de 4 minutes et reprendre dans 4 minutes à 10h50 sur la table ronde visant à discuter, évoquer la manière de mobiliser des financements privés pour soutenir la recherche. Donc, rendez-vous dans 4 minutes pour cette session 3, table ronde.